Je m'appelle Thomas. J'ai 28 ans et je nettoyais les toilettes d'un motel quand j'ai découvert que mon père m'avait vendu à son rival commercial pour couvrir une dette de 5 millions de dollars. Avant de vous raconter comment je suis passé de tenir une brosse de toilette à détenir l'acte de propriété de son entreprise en moins d'une semaine, faites-moi une faveur, allez dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. J'adore toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. Tout a commencé un mardi, le genre de mardi qui sent l'eau de javel industrielle et la moquette humide. Je travaillais au Willow Inn, un motel en bord de route qui avait connu des jours meilleurs dans les années 90. Je n'étais pas seulement le concierge. J'étais l'homme à tout faire, le jardinier, et parfois le réceptionniste quand Madame Higgins avait besoin d'une sieste. Ce n'était pas la carrière que j'avais prévue. J'ai obtenu mon diplôme en finance avec une moyenne de 4.0. J'avais un diplôme qui aurait dû me placer dans un bureau en hauteur à Chicago ou à New York. Mais dans ma ville, votre nom de famille compte plus que votre CV. Et mon nom de famille est Thornton. Ce nom signifiait quelque chose autrefois. Maintenant, pour moi, il ne signifiait que des portes fermées. Je sortais de la chambre 104, traînant mon chariot de fourniture, quand j'ai entendu le moteur. Ce n'était pas la toux crachotante des berlines habituelles qui s'arrêtait ici. C'était un rugissement. Un grognement mécanique profond qui vibrait dans la poitrine. J'ai regardé vers le parking. Une Ferrari SF90 rouge vif était en train de se garer. On aurait dit un vaisseau spatial atterrissant dans une flaque de boue. Le conducteur ne s'est pas soucié des lignes. Il s'est garé en diagonale sur 2 places, juste au-dessus du support où j'attachais mon vélo rouillé à 10 vitesses. Mon estomac s'est noué. Je connaissais cette voiture. La portière du conducteur s'est ouverte et Marcus, mon frère aîné, l'enfant prodige, en est sorti. Il portait un costume qui coûtait plus que mon salaire annuel, et il vérifiait son reflet dans le rétroviseur. Puis la portière passager s'est ouverte. Mon père, Gerald Thornton, est sorti. Il a ajusté sa cravate en soie, regardant le parking du motel avec un ricanement de dégoût absolu. Il avait l'air d'avoir peur d'attraper la pauvreté juste en respirant l'air. J'ai voulu courir. J'ai voulu me cacher dans le placard à fourniture jusqu'à ce qu'il parte. Mais mes pieds semblaient cloués au sol. Thomas, a crié Marcus. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a juste pointé du doigt. Et, tu as une tache sur ton uniforme. Il a ri. C'était ce rire creux et aboyant qu'il avait perfectionné depuis le lycée. Mon père s'est approché, ses chaussures en cuir italien crissant sur le gravier. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. Il ne se rapprocherait pas. Regarde-toi, a dit mon père. Pas de salutation. Pas de « comment vas-tu » Juste du jugement. Un Thornton qui nettoie les sols. C'est embarrassant, Thomas. Vraiment embarrassant. Je gagne ma vie honnêtement, papa, ai-je dit, serrant la poignée de mon chariot. Ça paie le loyer. Le loyer, a-t-il ricané. Tu vis dans une boîte à chaussures au-dessus d'une laverie. J'ai entendu dire que la police y était la semaine dernière pour une descente de drogue. C'était l'immeuble d'à côté, ai-je marmonné, bien que je sache que ça n'avait pas d'importance. Les faits n'ont jamais compté pour Gerald Thornton. Seules les apparences. Nous sommes là pour déjeuner, a annoncé Marcus, s'appuyant contre sa Ferrari. Maman voulait essayer ce restaurant de l'autre côté de la rue, mais il y avait trop d'attentes. On s'est dit qu'on verrait si ce dépotoir avait un distributeur automatique. Le restaurant est plein parce que la nourriture est bonne, ai-je dit. Et s'il te plaît, déplace ta voiture, Marcus. Tu bloques mon vélo. Marcus a regardé la Ferrari, puis mon vélo, puis moi. Il a souri avec suffisance. Oh, c'est ton vélo. Je pensais que c'était de la ferraille en attente de ramassage. Mes excuses, petit frère. Il n'a pas déplacé la voiture. Mon père a sorti un billet de 5 $ de son portefeuille. Il l'a tendu entre 2 doigts comme si c'était un mouchoir sale. Tiens, a-t-il dit, prends-toi un sandwich. Tu as l'air maigre. Les gens vont penser qu'on ne te nourrit pas. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit. Prends-le, a-t-il claqué. Le masque est tombé un instant, révélant la colère en dessous. Ne fais pas de scène, Thomas. Prends juste l'argent et va-t'en. J'ai pris le billet, non pas parce que je le voulais,
mais parce que je voulais qu'il arrête de me regarder. Je l'ai fourré dans ma poche. Bon garçon, a-t-il dit en me tournant le dos. Marcus, allons-y. L'air ici sent l'échec. Ils se sont dirigés vers le bureau du motel, probablement pour harceler Madame Higgins ou utiliser les toilettes que je venais de nettoyer. Je suis resté là, le sang bouillant. J'ai regardé la Ferrari. J'ai pensé à la rayer. Vraiment. J'ai pensé à traîner ma clé sur cette parfaite peinture rouge, mais je connaissais les conséquences. Je savais qui détenait le pouvoir dans cette ville. Au lieu de cela, j'ai poussé mon chariot derrière le bâtiment jusqu'à l'entrée de service. Je devais remplir les distributeurs de savon. Les murs du motel étaient fins, très fins. Le placard de service partageait un conduit de ventilation avec le bureau du directeur, qui servait également de salle de réunion privée quand Madame Higgins n'était pas là. J'allais prendre une boîte de papier toilette quand j'ai entendu des voix venant du conduit. Lundi au plus tard, Gérald, il me faut une réponse. Ce n'était pas Marcus. C'était une voix plus profonde et rauque. Je me suis figé. Je connaissais cette voix. C'était Richard Palmer, le propriétaire de Palmer Construction, le plus grand rival de mon père. Ils se détestaient depuis 30 ans. Pourquoi parlait-il? La réponse est oui, Richard. La voix de mon père est arrivée claire comme de l'eau de roche. Arrête de transpirer. La fusion est lancée. Et le garçon, a demandé Richard. C'est la cheville ouvrière. S'il ne signe pas, la banque ne débloquera pas les fonds. Mes auditeurs me respirent dans le cou. Gérald, j'ai besoin de tes actifs pour équilibrer mes comptes, et tu as besoin de mon argent pour couvrir le pétrin dans lequel Marcus t'a mis. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Marcus, pétrin, ne t'inquiète pas pour Thomas, a dit mon père, sa voix dégoulinant de confiance. Il est brisé. J'ai passé 2 ans à m'assurer qu'il n'ait rien. Pas de carrière, pas d'argent, pas d'amis. Il est désespéré. Je lui ferai miroiter un poste de directeur, peut-être un appartement, et il signera le contrat de mariage avant même que l'encre ne soit sèche. Contrat de mariage? Ma Émilie n'est pas contente, a grogné Richard. Elle veut diriger l'entreprise, pas jouer à la maisonnette avec ton fils rejeté. Elle pourra diriger ce qu'elle veut une fois les papiers signés, a répondu mon père. C'est une transaction commerciale, Richard, mon fils, pour ton capital. Nous fusionnons les entreprises, la banque nous laisse tranquilles, et nous contrôlons tout le marché de la construction de l'État. Thomas fera ce qu'on lui dit, ou il sera vraiment mort pour cette famille. J'ai laissé tomber le rouleau de papier toilette. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. Mais pour moi, cela a sonné comme un coup de feu. Il ne déjeunait pas seulement. Il me vendait. Mon père m'échangeait comme une voiture d'occasion pour combler un trou financier que Marcus avait creusé. Un mariage arrangé au XXIe siècle. C'était insensé. C'était illégal, mais c'était en train de se produire. J'ai entendu des chaises gratter. J'aurai le contrat prêt pour le gala de samedi, a dit Richard. Assure-toi qu'il vienne. Il sera là, a promis mon père. Il n'a nulle part où aller. Je me suis affaissé contre le mur du placard à fourniture. L'odeur d'eau de Javel était soudainement écrasante. J'ai eu la nausée. Mon père m'avait mis sur liste noire dans tous les cabinets comptables de l'État, m'avait forcé à la pauvreté, et maintenant il allait utiliser cette pauvreté pour me piéger dans un mariage sans amour pour sauver sa propre peau. J'ai attendu d'entendre le rugissement de la Ferrari s'éloigner. Je suis sorti dans le parking. Le billet de 5 $ était toujours dans ma poche. Je l'ai sorti et j'ai fixé le visage de Lincoln. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas de nom, juste un indicatif régional local. J'ai ouvert le message. Je t'ai vu dans le parking. Ne fuis pas, retrouve-moi au parking du Majestic Théâtre dans 10 minutes. Niveau 4. Porsche noir. Nous avons un ennemi commun. J'ai fixé l'écran. Un ennemi commun. J'ai regardé mon vélo rouillé. Puis j'ai regardé le motel. Le seau d'eau sale. La vie que mon père m'avait imposée. J'ai jeté le billet de 5 $ à la poubelle. J'ai déverrouillé mon vélo.
Je ne savais pas qui attendait dans ce parking. Mais pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti autre chose que de la honte. J'ai ressenti de la curiosité. Et en dessous, une étincelle de rage. J'ai pédalé fort vers le centre-ville. Le vent me mordait le visage, mais je le sentais à peine. Mon esprit courait, retournant au moment où ma vie a déraillé. Ce n'était pas progressif. C'est arrivé en un seul après-midi, il y a 2 ans. J'avais 26 ans. Je venais d'obtenir mon diplôme. J'avais tout fait correctement. J'avais étudié pendant que Marcus faisait la fête. J'avais économisé pendant que Marcus dépensait. Je pensais que si je prouvais ma valeur, mon père me verrait enfin. L'incident qui m'a ruiné impliquait une somme d'argent qui, pour mon père, était moins qu'une note de restaurant. 1200 $. C'était mon dernier semestre. J'avais besoin de manuels coûteux pour mon cours d'audit avancé et d'un nouvel ordinateur portable parce que le mien avait finalement rendu l'âme. Mon père m'avait donné une carte de crédit pour les urgences. Je l'ai appelé. J'ai demandé la permission. Je me souviens de ces mots exacts, d'accord, Thomas. Prends juste ce dont tu as besoin et concentre-toi sur tes notes. J'ai acheté les livres. J'ai acheté un ordinateur portable reconditionné. Le total était exactement de 1214 $ et 50 cents. 56 cents. J'ai gardé les reçus. J'ai toujours gardé les reçus. 2 semaines plus tard, il m'a appelé à la maison. Il m'a fait asseoir dans son bureau lambrissé d'acajou. Marcus était là, ricanant dans un coin. Ma mère regardait le sol. « Tu as volé cette famille » a dit mon père calmement. J'étais confus. Quoi? Les livres? Vous avez dit que je pouvais. J'ai dit les urgences, a-t-il menti. Ses yeux étaient froids. Des choses mortes. Les jeux vidéo et les bandes dessinées ne sont pas des urgences. J'ai acheté un ordinateur portable pour l'école, ai-je protesté. J'ai le reçu. Je me fiche de tes bouts de papier, a-t-il crié en frappant la main sur le bureau. Tu es irresponsable. Tu es un voleur et tu vas apprendre une leçon. Il m'a coupé la parole. Il m'a mis à la porte. Mais ce n'était pas suffisant. Quand je postulais à des emplois, j'obtenais de bons entretiens. Puis, un jour plus tard, les emails de rejet arrivaient. Finalement, une responsable des RH sympathique d'un cabinet local m'a dit la vérité. Votre père a appelé, a-t-elle murmuré, regardant par-dessus son épaule. Il a dit aux associés que vous avez un problème de jeu et des antécédents de vol. Il a dit que vous embaucher serait un risque. Il m'avait mis sur liste noire. Il voulait que je revienne en rampant, mendiant une miette. Il voulait me briser pour pouvoir me modeler en un petit soldat docile comme Marcus, mais j'ai refusé. J'ai pris le poste au motel. J'ai vécu de nouilles instantanées. J'ai gardé ma dignité, même si elle sentait la cire à parquet. Maintenant, alors que je montais la rampe en spirale du parking du Majestic Theatre, j'ai réalisé que son plan était beaucoup plus long que je ne le pensais. Il ne me donnait pas seulement une leçon. Il me préparait pour une vente. Le niveau 4 était vide à l'exception d'une Porsche 911 Carrera noire et élégante. Elle était garée dans l'ombre, face à la sortie. J'ai arrêté mon vélo à environ 6 mètres. Mon cœur battait la chamade. Était-ce un piège? Était-ce Marcus qui me jouait un autre tour tordu? La portière du conducteur s'est ouverte. Une femme est sortie. Elle était magnifique, mais pas d'une manière chaleureuse et invitante. Elle était tranchante. Ses cheveux noirs étaient coupés en un carré sévère. Elle portait un tailleur d'affaires qui ressemblait à une armure. Elle a enlevé ses lunettes de soleil et ses yeux étaient comme de la glace. C'était Émilie Palmer. Je la connaissais des cercles sociaux quand j'y étais encore autorisé. Elle était la fille de Richard Palmer, la princesse de la construction. La rumeur disait qu'elle était plus intelligente que son père et 2 fois plus impitoyable. « Vous êtes en retard » a-t-elle dit. Sa voix était plate, professionnelle. « Je suis venu à vélo, Émilie » ai-je dit en reprenant mon souffle. « Ce n'est pas exactement une Porsche. »« Posez ça et venez ici » a-t-elle ordonné. J'ai appuyé mon vélo contre un pilier en béton et je me suis approché d'elle. « C'est vous qui m'avez envoyé un texto ? Nous devons parler » a-t-elle dit.
À propos du mariage. Elle savait donc. Bien sûr, elle savait. Je ne vous épouserai pas, ai-je dit immédiatement. Je les ai entendus parler. Je ne suis pas un bien à échanger contre un prêt. Émilie s'est appuyée contre le capot de sa voiture, croisant les bras. Si vous refusez, votre père vous ruinera complètement. Il vous fera expulser. Il plantera des preuves. Il vous fera arrêter. Je connais Gérald. Il n'accepte pas un non comme réponse. Et alors? Vous voulez que j'accepte, ai-je demandé, incrédule. Vous voulez m'épouser. Le concierge. Ne vous flattez pas, Thomas, a-t-elle dit, un petit sourire sans humour jouant sur ses lèvres. Je ne veux pas de mari. Je veux un poste de PDG. J'ai froncé les sourcils. Je ne comprends pas. Mon père est de la vieille école, a expliqué Émilie. Il pense que les femmes sont pour la décoration. Il va laisser l'entreprise à mon cousin Steve. Steve est un idiot. Si Steve prend la relève, Palmer Construction fait faillite en 2 ans. Elle s'est détachée de la voiture et a fait un pas vers moi. Mais si je vous épouse, a-t-elle continué, la fusion se produit. Et dans le contrat de fusion, il y a une clause sur laquelle mon père a insisté. Elle dit que l'héritier Thornton aura un siège au conseil d'administration. Il pense que cela signifie vous et il pense qu'il peut vous contrôler parce que vous êtes faible. Je ne suis pas faible, ai-je dit. Je sais, a-t-elle dit. C'est pourquoi je suis ici. Tout le monde pense que vous êtes un homme brisé qui nettoie les toilettes. Mais j'ai vérifié vos relevés de notes universitaires, Thomas. Summa cum laude. Premier de votre classe en comptabilité judiciaire. Vous n'êtes pas stupide. Vous êtes juste coincé. Elle a fouillé dans sa voiture et en a sorti un épais dossier. Elle me l'a jeté. Je l'ai attrapé. Qu'est-ce que c'est? Ça, a-t-elle dit, c'est la vérité sur la raison pour laquelle votre père est si désespéré. Ouvrez-le. J'ai ouvert le dossier. Il était plein de relevés bancaires, de grands livres photocopiés et de mets. J'ai parcouru les chiffres. Mes yeux se sont écarquillés. Mon Dieu, ai-je murmuré. 5 millions de dollars, a dit Émilie. C'est ce que votre frère Marcus a détourné de Thornton Construction au cours des 3 dernières années. Voitures exotiques, poker à gros enjeux à Vegas, honoraires de consultation à des sociétés écrans. Votre père est au courant. Il a trafiqué les livres pour le cacher. Mais l'audit arrive le mois prochain. S'il n'obtient pas l'injection de capital de mon père d'ici lundi pour combler ce trou, il va en prison et Marcus va en prison. C'était pire que ce que je pensais. Mon père ne sauvait pas seulement l'entreprise. Il couvrait un crime. Pourquoi me montrez-vous ça, ai-je demandé. Parce que je veux conclure un marché, a dit Émilie. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Intense et dangereux. Mon père est aussi corrompu. Évasion fiscale, corruption d'inspecteurs. Il utilise cette fusion pour blanchir son propre argent. Si nous nous marions, nous obtenons un accès légal en tant que membre du conseil d'administration et conjoint. Elle a fait un pas de plus. Je pouvais sentir son parfum. Cher, subtil, intimidant. J'ai besoin d'un comptable qui peut trouver les cadavres enterrés dans les grands livres, a-t-elle dit. Et vous avez besoin d'un moyen de sortir du caniveau. Nous nous marions. Nous jouons le couple heureux. Vous entrez. Vous trouvez les preuves pour faire tomber mon père. Je vous donnerai les preuves pour faire tomber le vôtre. Vous voulez détruire votre propre père, ai-je demandé. Je veux prendre ce qui m'appartient, a-t-elle corrigé. Il a bâti cette entreprise sur l'héritage de ma mère et l'a ensuite traité comme une ordure jusqu'à sa mort. Je le reprends. Et vous? Ne voulez-vous pas voir Gérald Thornton supplier? L'image de mon père me ricanant dans le parking m'est revenue à l'esprit. Le billet de 5 $. Les années à être traité de voleur. Je ne veux pas seulement qu'il supplie, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. Je veux qu'il admette qu'il avait tort. Alors nous avons un accord. Émilie a tendu la main. J'ai regardé sa main. Elle était manucurée. Parfaite. La mienne était rugueuse, calleuse à cause du travail manuel. Une condition, ai-je dit. Nous ne les exposons pas seulement. Nous prenons tout. Si nous faisons ça, nous dirigeons le spectacle.
Les deux entreprises. Le sourire d'Émilie s'est élargi. Et cette fois, il a atteint ses yeux. C'était un sourire de prédateur. Je savais que j'avais choisi le bon concierge, a-t-elle dit. Je lui ai serré la main. Sa poignée était de fer. Montez dans la voiture, a-t-elle dit. Nous avons beaucoup de travail à faire avant le gala. Et Thomas, vous feriez mieux d'acheter un meilleur costume. Nous partons en guerre. Le plan exigeait que je fasse la seule chose que je m'étais promis de ne jamais faire. Retourner au domaine Thornton. Je suis arrivé aux grilles en fer forgé à 19h. Je ne portais pas mon uniforme de concierge. Je portais le seul costume décent qu'il me restait, un costume bleu marine un peu serré aux épaules maintenant que j'avais passé 2 ans à soulever des cartons lourds. J'ai sonné à l'interphone. Les livraisons, c'est sur le côté, a crépité la voix de la femme de chambre. C'est Thomas, ai-je dit. Dites à mon père que je suis là pour accepter son offre. La grille s'est ouverte lentement, de manière inquiétante, alors que je remontais la longue allée, passant devant les étayers et la fontaine en pierre. J'avais l'impression d'entrer dans le ventre de la bête. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne frappe. Ma mère se tenait là. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs, plus mince. Ses yeux se dartaient nerveusement, comme si elle craignait que les voisins ne me voient. Thomas, a-t-elle soufflé. Oh, Dieu merci. Tu es revenu à la raison. Bonjour, maman, ai-je dit. J'ai voulu la serrer dans mes bras, mais je me suis retenu. Elle était restée là pendant qu'il me mettait à la porte. Elle l'avait regardé détruire ma vie et n'avait rien dit. Son silence était aussi fort que ses cris. Il est dans la salle à manger, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, sois juste d'accord avec lui. Ne te bats pas. Je ne suis pas là pour me battre, ai-je dit calmement. Je suis là pour négocier. Je suis entré dans la salle à manger. C'était exactement comme je m'en souvenais. De lourds rideaux de velours, un lustre qui coûtait plus cher qu'une maison, et l'odeur de cigares chers masquant l'odeur de décomposition. Gérald était assis à la tête de la table. Marcus était à sa droite, faisant défiler son téléphone. Eh bien, a dit mon père, sans se lever. Le fils prodigue est de retour. Je suppose que tu en as marre de nettoyer la saleté des autres. Je suis prêt à rentrer à la maison, ai-je dit, gardant mon visage neutre. J'ai entendu parler de la fusion. Je sais que vous avez besoin de moi. Marcus a reniflé sans lever les yeux. Besoin est un mot fort. Utiliser est mieux. Tais-toi, Marcus, a claqué mon père. Il a tourné son regard sur moi, m'analysant comme un morceau de bétail. Tu as bien fait de revenir. Les Palmer attendent un marié. Tu joueras le rôle. Tu seras charmant. Tu seras obéissant. En échange, je rétablirai ton allocation et on te donnera le titre de vice-président de la logistique. Logistique, ai-je demandé. Vous voulez dire le directeur de l'entrepôt? C'est un début, a-t-il dit avec dédain. Fais ça bien et peut-être que dans 10 ans tu auras un vrai bureau. Mais fais une erreur, Thomas, une seule. Et je t'écraserai si fort que tu ne pourras même pas trouver un travail pour pelleter la neige. Je comprends, ai-je dit. Je le ferai. Bien. Le dîner avec les Palmer est demain soir. Ici et ne me fais pas honte. La nuit suivante a été une masterclass de tromperie. Richard Palmer est arrivé avec Émilie. Richard était un homme bulldog, petit, au cou épais, agressif. Émilie avait l'air éthérée dans une robe argentée, jouant parfaitement le rôle de la fille timide et belle. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre. Mon père et Richard ont passé la première heure à boire du scotch et à se vanter de l'argent que cette fusion leur rapporterait. Marcus a passé le temps à essayer de flirter avec Émilie, qu'il a habilement repoussée avec des sourires polis. Alors, Thomas, a aboyé Richard en piquant un morceau de steak. Gérald me dit que tu t'es retrouvé. Que as-tu fait exactement? J'ai appris la valeur du travail acharné, monsieur, ai-je menti doucement. Mon père pensait qu'il était important que je comprenne l'entreprise de la base. Bien, a grogné Richard. Ma Émilie pourrait en avoir besoin. Elle pense que lire des livres fait de vous un leader. Sous la table, j'ai senti un pied taper contre mon tibia. J'ai levé les yeux. Émilie m'a fait un clin d'œil.
Un mouvement minuscule et imperceptible. C'était le signal. « Excusez-moi » ai-je dit. J'ai laissé tomber ma serviette. Je me suis penché. La main d'Émilie était là, tenant une petite clé USB argentée. Je l'ai prise, la dissimulant instantanément dans ma paume, et je me suis redressé. Alors, a interrompu Marcus, la bouche pleine de pommes de terre. Quand est-ce qu'on reçoit le chèque? J'ai une nouvelle opportunité d'investissement que je dois financer bientôt. Marcus, a dit mon père en lui lançant un regard d'avertissement. Lundi. Plus tard dans la nuit, de retour dans mon minuscule appartement, j'ai branché la clé USB sur mon vieil ordinateur portable cabossé. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement du détournement de fonds. C'était une chaîne de Ponzi. Marcus n'avait pas seulement volé 5 millions. Il avait volé les fonds de pension des employés. Il avait vidé les comptes de retraite des contremaîtres, des grutiers, des gens qui construisaient réellement les bâtiments. Si cela sortait, il n'irait pas seulement en prison. Il serait détruit. Les travailleurs se révolteraient. Et Richard Palmer, ses dossiers étaient tout aussi mauvais. Il soudoyait des fonctionnaires municipaux pour qu'ils ignorent les codes de sécurité. Il utilisait du béton de qualité inférieure dans des appartements de grande hauteur. Ce sont des monstres, ai-je murmuré dans la pièce vide. Tous les deux. J'ai alors réalisé que les exposer simplement ne suffisait pas. Si je les exposais maintenant, les entreprises imploseraient. Les travailleurs, les innocents, perdraient leur emploi et leur pension. J'avais besoin d'un moyen de prendre le contrôle sans tout brûler. Je devais prendre le pouvoir, virer les criminels et utiliser les actifs restants pour rembourser les fonds de pension. Mais comment? J'étais un concierge. Émilie était une figure de proue. Nous n'avions aucune légitimité pour prendre le contrôle. J'ai fixé l'écran, désespéré. J'ai ouvert mon email, cherchant n'importe quoi de ma vie passée. Et là, c'était un rappel d'anniversaire automatique d'un vieux calendrier que je n'avais pas utilisé depuis des années. L'anniversaire de grand-mère Margaret. Ma grand-mère. Elle a fondé l'entreprise. Elle était la seule à avoir jamais cru en moi. Elle est morte il y a 3 ans, juste avant l'incident du vol. Je me suis souvenu de quelque chose. Un message vocal que j'ai reçu une semaine après sa mort. J'étais tellement accablé par le chagrin que je ne l'ai jamais écouté entièrement. Puis le chaos avec mon père est arrivé et j'ai oublié. J'ai fouillé dans mes sauvegardes cloud. J'ai trouvé le fichier audio. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix, tremblante mais déterminée, a rempli la pièce. Thomas, mon cher garçon. Je connais ton père. Je sais de quoi il est capable. Il pense que l'entreprise est à lui, mais il oublie qui a signé les chèques au début. J'ai créé une fiducie, Thomas. La fiducie Unity est dormante. Personne ne le sait, sauf mon avocat, Daniel Mercé. Mais si le jour vient où la famille perd son chemin, va voir Daniel. Je t'ai laissé une clé. Utilise-la sagement. Une clé? Je me suis redressé. Daniel Mercé. C'était le plus grand avocat d'affaires de l'État. Il avait pris sa retraite il y a des années, du moins c'est ce que je pensais. J'ai regardé l'horloge. Il était 2 heures du matin. J'ai envoyé un texto à Émilie. J'ai trouvé un moyen non seulement de les exposer, mais de les posséder. Retrouve-moi au bureau de Mercé à 8 heures. Elle a répondu instantanément, je conduis. Le bureau de Daniel Mercé se trouvait dans une maison de ville du vieux quartier historique, loin des gratte-ciel de verre et d'acier que mon père préférait. Il sentait le vieux papier et le poli au citron, une odeur qui me rappelait instantanément la bibliothèque de ma grand-mère. Émilie et moi étions assises sur un canapé en cuir. Elle avait l'air fatiguée, serrant une tasse de café, mais ses yeux étaient alertes. Daniel Mercé est entré. C'était un homme d'environ 70 ans, portant un gilet en tweed et un nœud papillon. Il marchait avec une canne, mais ses yeux étaient vifs comme des éclairs. Il m'a regardé, puis Émilie, puis a souri. Thomas Thornton, a-t-il dit doucement. Vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Et mademoiselle Palmer, une alliance inattendue. Vous m'attendiez, ai-je demandé. Votre grand-mère a dit que vous viendriez un jour, a dit Daniel. Il s'est assis derrière son bureau et a déverrouillé un tiroir.
Il en a sorti une épaisse enveloppe scellée à la cire. Elle a dit, Gérald deviendra avide. Et quand il le fera, Thomas aura besoin d'un bouclier. Il n'est pas seulement avide, ai-je dit. Il est criminel. Il me vend pour un mariage afin de couvrir des détournements de fonds. Daniel a hoché lentement la tête. Je m'en doutais. Margaret savait que Gérald considérait le mariage comme une fusion, pas comme un sacrement. Il a brisé le sceau de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un seul document juridique jauni. Ceci, a dit Daniel en le faisant glisser sur le bureau, est la charte de la Fiducie Unity. Margaret a fondé Thornton Construction. Gérald oublie qu'elle a conservé une action en or, une seule action qui détient 51% des droits de vote en cas de crise. Mais Gérald dit qu'il possède 100%, ai-je dit. Il possède 100% des actions ordinaires, a corrigé Daniel. L'action en or est détenue dans cette fiducie. Et la fiducie a une clause de déclenchement. Émilie s'est penchée en avant, parcourant le document. Son doigt s'est arrêté sur un paragraphe au milieu. Ici, a-t-elle lu à haute voix. Clause 15b, la pilule empoisonnée. Dans le cas où un héritier direct est contraint au mariage dans le but exprès de consolidation financière ou d'allègement de la dette, l'action en or s'activera immédiatement et transférera tous les droits de vote à l'héritier contraint. À condition que le dit héritier puisse prouver la coercition. Le prouver, ai-je demandé. Comment? Le contrat de mariage, a réalisé Émilie. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Le contrat de mariage qu'ils veulent nous faire signer. Il détaille la fusion. Il stipule explicitement que le mariage est la condition de l'injection de capital. Exactement, a dit Daniel en se penchant en arrière. Si vous signez leur contrat de mariage, vous créez la preuve légale de la coercition. C'est un paradoxe. En vous forçant à signer le document pour se sauver, ils vous tendent l'arme pour les détruire. Mais j'ai hésité. Si je le signe, je suis légalement marié. J'ai regardé Émilie. Nous serions légalement liés, a dit Émilie. Et nos actifs seraient fusionnés. Mais elle a de nouveau regardé le document. Une fois que l'action en or s'active, Thomas contrôle Thornton Construction. Et comme je suis son épouse dans le cadre d'une fusion en communauté de biens, vous contrôleriez l'investissement de Palmer Construction, a terminé Daniel. Ensemble, vous seriez effectivement le conseil d'administration de l'entité combinée. C'était brillant. C'était le dernier échec émat de grand-mère Margaret depuis sa tombe. Elle savait que Gérald essaierait d'utiliser un mariage pour de l'argent, alors elle a transformé le mariage en un piège. Il y a un hic, a averti Daniel. Son visage est devenu sérieux. Vous devez d'abord signer leurs documents, puis immédiatement, et je veux dire en quelques secondes, vous devez contresigner l'activation de la fiducie. Si vous signez leurs papiers et n'activez pas la fiducie à temps, ou s'ils détruisent le document de la fiducie, vous êtes simplement légalement marié et possédé par vos pères. Nous devons le faire publiquement, ai-je dit, au gala, devant des témoins. Le gala, c'est demain soir, a dit Émilie. Mon père amène toute son équipe juridique. Et je serai là en tant que votre conseiller, a dit Daniel en se levant. Je ne suis pas allé à une fête depuis des années. Je pense qu'il est temps de rappeler à Gérald Thornton que la loi s'applique aussi à lui. Nous avons passé les 6 heures suivantes à élaborer une stratégie. Émilie a examiné les données financières de la clé USB, constituant un dossier pour le licenciement immédiat du conseil d'administration. J'ai travaillé avec Daniel sur la formulation exacte que nous utiliserions. Nous construisions une guillotine. En quittant le bureau, marchant sous le soleil éclatant de l'après-midi, Émilie m'a attrapé le bras. Thomas, a-t-elle dit. Sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Si ça marche, nous serons mariés pour de vrai, au moins pour un moment, jusqu'à ce que nous démêlions les entreprises. Je sais, ai-je dit. Je ne suis pas la personne la plus facile à vivre, a-t-elle admis. Je suis obsédé par le travail. Je suis cynique et je ne cuisine pas. J'ai ri. Je suis un concierge qui vit au-dessus d'une laverie. Je pense que c'est moi qui suis en train de faire un effort ici. Elle m'a regardé. M'a vraiment regardé. Vous n'êtes pas un concierge, Thomas. Vous êtes le gars qui est sur le point de faire tomber 2 tyrans pour sauver 1000 pensions. Je peux vivre avec ça. Un instant. Debout là, sur le trottoir, la fausse alliance semblait très réelle. Allons les chercher, ai-je dit.
La salle de bal du domaine Thornton était parée pour tuer. Des lustres en cristal dégoulinaient du plafond comme des larmes gelées. Des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de caviar et de champagne. L'air était épais de l'odeur des lys et de l'argent ancien. C'était samedi soir, la nuit des fiançailles, la nuit de la fusion. Je me tenais devant un miroir en pied dans la suite des invités, ajustant ma cravate. C'était une nouvelle cravate, rouge de la couleur du pouvoir. Émilie me l'avait achetée. Mon père est entré sans frapper. Il était radieux. Il avait un verre de scotch dans une main et un cigare dans l'autre. Il ressemblait à un roi arpentant son royaume. « Tu es bien habillé » a-t-il dit. C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'il m'ait jamais faite. « Tu as presque l'air d'un Thornton. »« Je suis un Thornton » ai-je dit, croisant son regard dans le miroir. « Ce soir, tu le prouves » a-t-il dit. Les avocats de Richard installent la table sur la scène. À 21h, l'annonce est faite. Tu montes, tu souris, tu signes le contrat de mariage et le contrat de fusion. Puis tu embrasses la fille. Simple. Et la dette, ai-je demandé. Le pétrin de Marcus. Son sourire a disparu. Cela ne te regarde pas. Une fois que l'argent des Palmer arrivera sur nos comptes lundi, les comptes seront équilibrés. Marcus est de la famille. On protège la famille. D'accord, ai-je dit, on protège la famille. N'aie pas d'idée, Thomas, a-t-il averti en se rapprochant. Sa voix a baissé en un grognement menaçant. Je sais que tu as rencontré l'avocat de cette vieille bique, Mercé. Si tu essaies de faire un coup, je t'enterrerai. Je m'assurerai que la police trouve de la drogue dans ton petit appartement. Compris? Il menaçait de me piéger, son propre fils. Je comprends parfaitement, père, ai-je dit. Je ferai exactement ce qu'il faut faire. Il m'a tapé sur l'épaule, fort. Bon garçon. Il est parti. J'ai attendu 1 minute, puis j'ai vérifié la poche intérieure de ma veste. Le document de la Fiducie Unity était là, plié finement. Je l'ai tapoté. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je suis sorti sur le balcon. En bas, la fête battait son plein. J'ai vu Marcus près du bar, riant bruyamment avec un groupe de flagorneurs. Il était appuyé contre un pilier, l'air déjà ivre. Puis j'ai vu Émilie. Elle portait une robe d'un vert émeraude profond. Elle avait l'air dangereuse. Elle a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a hoché la tête une fois. C'était l'heure. J'ai descendu le grand escalier. Les têtes se sont tournées. Des murmures ont parcouru la foule. C'est le fils cadet? Je pensais qu'il était fauché. Il a l'air confiant. Richard Palmer m'a intercepté en bas de l'escalier. Prêt, mon garçon, a-t-il grogné. Grande soirée. Oui, monsieur, ai-je dit, prêt à entrer dans l'histoire. C'est l'esprit, a-t-il ri. Souviens-toi juste de qui est vraiment aux commandes une fois que l'encre sera sèche. L'orchestre a cessé de jouer. Mon père est monté sur scène. Il a tapoté le microphone. Mesdames et messieurs, a-t-il tonné. Merci de vous joindre à nous. Ce soir n'est pas seulement une célébration de l'amour, mais de l'unité. Ce soir, Thornton Construction et Palmer Construction deviennent une seule famille. Applaudissements polis. Veuillez accueillir le couple heureux, a-t-il annoncé. Mon fils, Thomas, et la fille de Richard, Émilie. J'ai monté les marches. Émilie m'a rejoint à mi-chemin. Nous nous sommes tenus la main. Sa paume était légèrement moite. C'est l'heure du spectacle, a-t-elle murmuré. Nous nous sommes tenus sur la scène. Une longue table était installée avec 2 dossiers reliés en cuir. Une équipe d'avocats se tenait derrière. Avant de couper le gâteau, a annoncé Richard Palmer en s'avançant, nous avons quelques formalités ennuyeuses à finaliser pour l'union de nos grandes maisons. Rire de la foule. Thomas, Émilie. Mon père a fait un geste vers la table. S'il vous plaît. Nous nous sommes assis. Les avocats ont ouvert les dossiers. Le contrat de mariage était sur le dessus. Il était épais. Signé ici et ici, a indiqué l'avocat de Richard. J'ai pris le stylo. C'était un lourd main blank. J'ai regardé la foule.
200 des personnes les plus riches de l'État regardaient. Mon père rayonnait. Marcus me portait un toast avec un sourire suffisant. Y a-t-il un problème, a sifflé mon père, remarquant mon hésitation. Non, ai-je dit, je savoure juste le moment. J'aimerais que mon conseiller examine cela une dernière fois, ai-je dit fort dans le microphone. La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est figé. Conseiller. Il a ri nerveusement. Thomas, nous en avons déjà parlé. J'insiste, ai-je dit depuis le fond de la pièce. Une canne a tapé rythmiquement sur le sol en marbre. Tape, tape, tape. La foule s'est écartée. Daniel Mercé a traversé, ressemblant à un prophète de l'Ancien Testament dans un costume en tweed. Monsieur Mercé, a balbutié mon père. Je pensais que vous étiez à la retraite. La justice ne prend jamais sa retraite, Gérald, a dit Daniel. Il a monté les escaliers lentement. Il s'est tenu à côté de moi. Continuez, m'a dit Daniel. Signez le document. Mon père avait l'air confus. Il s'attendait à ce que Daniel s'oppose. Quand Daniel ne l'a pas fait, Gérald s'est détendu. Vous voyez, même Mercé sait que c'est une bonne affaire. Signez. J'ai regardé Émilie. Elle a hoché la tête. J'ai signé mon nom. Thomas Thornton. Émilie a signé le sien. Émilie Palmer. Au moment où l'encre a touché le papier, le piège s'est refermé. Fait, a crié Richard Palmer. Nous sommes fusionnés. Pas tout à fait. La voix de Daniel Mercé a coupé les applaudissements comme un couteau. Il a sorti le document jauni de la Fiducie Unity de sa mallette. Il l'a placé sur le contrat de mariage. En signant ce document, a annoncé Daniel, sa voix amplifiée par le microphone, vous venez de confirmer que ce mariage est une condition financière d'une fusion d'entreprise. Et alors, a claqué mon père. C'est les affaires. Selon la charte de la Fiducie Unity de Thornton, a lu Daniel, cela est défini comme de la coercition. Et en tant que tel, j'ai repris le stylo. J'ai signé le bas du document jaune. La clause 15B est activée, a terminé Daniel. L'action en or est maintenant active. Le silence dans la salle de bal était absolu. On pouvait entendre la glace fondre dans les seaux à champagne. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité, a exigé mon père en marchant vers la table. Quelle action en or? Je possède cette entreprise. Vous possédez les actions ordinaires, Gérald, a dit Daniel calmement, le bloquant avec sa canne. Mais votre mère, Margaret, a conservé une participation de contrôle dans une fiducie dormante. En essayant de vendre votre fils pour couvrir vos dettes, vous venez de la déclencher. Daniel a pris le document jaune que je venais de signer et l'a brandi. À compter de maintenant, a déclaré Daniel, Thomas Thornton détient 51% des droits de vote de Thornton Construction. Il est maintenant le président du conseil d'administration. C'est un mensonge, a crié Marcus depuis le bar. Il a jeté son verre, le brisant. C'est un faux. Grand-mère était sénile. Il est notarié, déposé et irrévocable, a dit Daniel. Je me suis levé. J'ai pris le microphone du pied. J'ai regardé mon père. Il avait l'air plus petit maintenant. Le sang avait quitté son visage. Vous vouliez une fusion, papa, ai-je dit. Vous en avez eu une. Mais selon les lois sur la communauté de biens de l'État et le contrat qu'Émilie vient de signer. Je me suis tourné vers Émilie. Elle s'est levée, sortant une pile de papier de sa pochette. Les actifs de Palmer Construction sont maintenant gérés conjointement, a annoncé Émilie. Et en tant que nouvelle coprésidente, j'exerce mon droit d'auditer les comptes. Vous ne pouvez pas faire ça, a rugi Richard Palmer, son visage devenant violet. Espèce de petite sorcière ingrate. Oh, je peux, a dit Émilie. Et je l'ai fait. Elle a jeté les papiers sur la table. Ils se sont éparpillés sur le sol. Ce sont les vrais grands livres, a-t-elle dit à la foule. Richard Palmer a utilisé du béton de qualité inférieure dans les projets de Riverview. Il a soudoyé des inspecteurs de sécurité. Des halètements ont parcouru la pièce. Les gens ont commencé à sortir leur téléphone. Et Thornton Construction, ai-je dit, me tournant vers Marcus.
Mon frère Marcus a détourné 5 millions de dollars du fonds de pension des employés pour payer ses voitures et sa dépendance au jeu. Menteur. Marcus s'est jeté sur moi. Il n'a pas réussi. Je n'ai même pas eu à bouger. Deux grands hommes en costume sombre, la sécurité privée qu'Emily avait engagée, sont sortis de derrière les rideaux et l'ont intercepté. Ils ont attrapé Marcus par les bras. « Lâchez-moi » a hurlé Marcus. « Savez-vous qui je suis ? » « Tu es un voleur, Marcus » ai-je dit dans le microphone. Un vrai, pas le genre qui achète des manuels scolaires. Le genre qui vole les retraites des vieillards. Mon père tremblait. Il a regardé Richard, puis Marcus, puis moi. Il a réalisé que les murs se refermaient. « Thomas » a-t-il balbutié, la voix tremblante. « Fils, parlons de ça en privé. On peut arranger ça. On est une famille. » Famille ? J'ai ri. C'était un son sec et amer. Vous m'avez dit que j'étais mort pour cette famille si je ne signais pas. Eh bien, j'ai signé. Mais la famille dont vous parliez, celle bâtie sur des mensonges et de l'intimidation, cette famille est morte. Je l'ai fait pour nous, a-t-il crié, désespéré maintenant, pour préserver le nom. Vous l'avez fait pour votre ego, ai-je dit. Vous m'avez mis sur liste noire. Vous m'avez fait nettoyer les toilettes pendant qu'il conduisait une Ferrari achetée avec de l'argent volé. Vous pensiez que j'étais faible. Vous pensiez que j'étais brisé. Je me suis penché près de lui. Le microphone a capté mon murmure. Grand-mère savait mieux. Je me suis tourné vers les gardes de sécurité. Veuillez escorter Monsieur Gerald Thornton, Monsieur Marcus Thornton et Monsieur Richard Palmer hors des lieux. Ils sont en infraction sur une propriété de l'entreprise. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié Richard alors que les gardes intervenaient. Je vous poursuivrai en justice. Je vous enterrerai. Vous serez occupé avec le FBI, a dit Emily froidement. J'ai envoyé les dossiers au procureur il y a 1 heure. Le chaos a éclaté. Les invités chuchotaient frénétiquement, prenaient des photos ou partaient. Les serveurs ont cessé de servir. Mon père a essayé de garder sa dignité. Il a redressé sa veste. Il m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Seulement de la haine. Tu échoueras, a-t-il craché. Tu ne sais pas diriger. Tu es un concierge. Je préfère être un concierge qu'un escroc, ai-je dit. Je les ai regardés traîner Marcus dehors. Il pleurait maintenant, suppliant papa de faire quelque chose, mais papa n'avait plus de pouvoir. Alors qu'ils étaient poussés par les doubles portes, un son distinct a flotté depuis l'allée. Ce n'était pas le rugissement d'un moteur. C'était le bip 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 d'une dépanneuse. C'est, a demandé Emily, un sourire se dessinant sur ses lèvres. L'équipe de saisie, ai-je dit. J'ai appelé la banque ce matin, je leur ai dit que la garantie sur la Rolls-Royce était frauduleuse. Ils n'ont pas perdu de temps. La foule a regardé à travers les baies vitrées la fantôme bien-aimée de Gérald être hissé sur un camion plateau. J'ai regardé la foule. Il me fixait, attendant de voir ce que le nouveau roi ferait. Le bar reste ouvert, ai-je annoncé dans le micro. Et pour les employés de Thornton et Palmer Construction présents ce soir, vos pensions sont en sécurité. Nous allons liquider les biens personnels des anciens membres du conseil d'administration pour reconstituer les fonds. Une acclamation s'est élevée. Elle a commencé modestement, venant du personnel de service, des quelques employés honnêtes à l'arrière, puis elle a grandi. J'ai posé le microphone. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la chute d'adrénaline. Emily s'est approchée de moi. Elle m'a pris la main. Cette fois, ce n'était pas pour la frime. On l'a fait, a-t-elle murmuré. On l'a fait, ai-je dit. Daniel Mercer s'est approché en souriant. Margaret aurait adoré ça, surtout la partie avec la dépanneuse. Les suites du gala ont été rapides et brutales. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Emily ne bluffait pas à propos du procureur. Ils montaient un dossier contre Richard Palmer depuis des mois, mais ils avaient besoin des documents internes fournis par Emily pour que l'arrestation tienne. Ils ont emmené Richard menotté, là, dans le hall. Mon père et Marcus n'ont pas été arrêtés cette nuit-là. Les enquêtes sur la criminalité en col blanc prennent du temps, mais ils étaient effectivement exilés. Je me tenais sur le balcon avec Emily,
regardant les lumières clignotantes des voitures de police s'estomper dans la nuit. La salle de bal était vide maintenant, à l'exception de l'équipe de nettoyage. Alors, a dit Émilie, s'appuyant sur la balustrade, on est mariés. J'ai regardé la bague à son doigt. Techniquement, c'est un arrangement commercial. Le plus rentable de l'histoire de cette ville, a-t-elle songé. Puis elle m'a regardé. Mon père. Il m'a regardé avec une telle haine, comme si j'étais la méchante. Tu étais l'héroïne, ai-je dit fermement. Il empoisonnait des gens avec du mauvais béton, Émilie. Tu l'as arrêté. Et toi, a-t-elle demandé. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. J'ai pensé aux années de rejet, à la honte, à l'odeur du seau de serpillière. J'ai l'impression de pouvoir respirer, ai-je dit. Pour la première fois de ma vie. Je n'attends plus la permission d'exister. Les jours suivants ont été un tourbillon d'avocats, d'auditeurs et de conférences de presse. La banque a saisi le domaine Thornton. Il s'est avéré que mon père l'avait hypothéqué 3 fois pour couvrir les dettes de Marcus. Ils ont eu 30 jours pour quitter les lieux. J'y suis allé une dernière fois pour superviser la saisie des biens. Mon père était assis dans son bureau, entouré de cartons. Le bureau en acajou avait disparu, étiqueté pour la vente aux enchères. Il était assis sur une chaise pliante. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Es-tu heureux ?» a-t-il demandé. Sa voix était rauque, brisée. « Non », ai-je dit honnêtement. « Je ne suis pas heureux que ça ait dû se passer comme ça. Je voulais un père, pas un ennemi. Mais tu as choisi ton chemin. J'ai construit ça, a-t-il murmuré. J'ai construit tout ça. Grand-mère l'a construit, ai-je corrigé. Tu l'as juste dépensé. Et Marcus, a-t-il demandé. Vas-tu porter plainte? Les administrateurs du fonds de pension portent plainte, ai-je dit. Je ne les arrêterai pas. Il a volé des travailleurs, papa. Il doit faire face aux conséquences. Il m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rougis. Tu es froid, Thomas. Plus froid que je ne l'ai jamais été. Je suis juste un comptable, ai-je dit en me tournant pour partir. J'ai équilibré les comptes. Je suis sorti de cette maison et je n'ai jamais regardé en arrière. 6 mois plus tard, je suis entré dans mon bureau au dernier étage du nouvellement rebaptisé Margaret Holdings. La plaque sur la porte indiquait « Thomas Thornton, PDG ». À côté, relié par un mur de verre, se trouvait le bureau d'« Emily Thornton, COO ». Nous avions passé les 6 derniers mois à faire le ménage. Nous avons vendu les actifs de luxe, les jets, les maisons de vacances, la collection d'art. Nous avons réinvesti chaque centime dans l'entreprise pour la stabiliser et rembourser les fonds de pension. C'était un travail difficile. Nous travaillions 18 heures par jour, mais les ouvriers nous respectaient. Ils savaient que nous avions sauvé leur retraite. Ma relation avec Émilie avait évolué. Nous n'avons pas annulé le mariage. D'abord, c'était trop compliqué légalement. Ensuite, c'est parce que nous formions une sacrée équipe. Et dernièrement, eh bien, disons que nous avons dîné ensemble, non pas parce que nous devions discuter affaires, mais parce que nous le voulions. Par un après-midi d'automne frais, Émilie et moi sommes allés au cimetière. Nous n'étions pas dans une Rolls-Royce ou une Ferrari. Nous étions dans un SUV raisonnable. Nous avons gravi la colline jusqu'à la tombe de grand-mère Margaret. J'ai déposé un bouquet de roses jaunes, ses préférées, sur la pierre. On l'a fait, grand-mère, ai-je dit doucement. La porte est ouverte. J'ai sorti ma nouvelle carte de visite et je l'ai glissée dans la terre à la base de la pierre tombale. Émilie se tenait à côté de moi, sa main frôlant la mienne. « Tu penses qu'elle savait ?» a demandé Émilie. « Qu'on finirait ensemble. » Elle savait que j'avais besoin d'un partenaire, ai-je dit. Elle savait que je ne pouvais pas le faire seul. C'était une femme sage, a dit Émilie. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Madame Higgins du Willow Inn. J'avais acheté le motel il y a 3 mois. J'ai promu Madame Higgins directrice générale, lui ai donné une augmentation et j'ai rénové l'endroit. C'était ma façon de me souvenir d'où je venais. Complet ce week-end, patron, disait le SMS. J'ai souri. J'ai regardé Émilie. Prête à retourner au travail? Toujours, a-t-elle dit.
Alors, et les papiers, ai-je demandé, faisant référence aux papiers du divorce que nous avions rédigés mais jamais signés. Devrions-nous les déposer? Émilie m'a regardé, une lueur espiègle dans les yeux. Le même regard qu'elle avait quand elle m'a fait un clin d'œil à ce dîner. Les bons partenaires sont difficiles à trouver, a-t-elle dit. Gardons-les dans le tiroir pour l'instant. Voyons jusqu'où nous pouvons aller. J'ai pris sa main. Marché conclu. Nous avons redescendu la colline, laissant les fantômes du passé derrière nous. Mon père et Marcus attendent actuellement leur procès. Ils vivent dans un petit appartement de location en périphérie de la ville. Je leur envoie un chèque tous les mois, assez pour le loyer et les courses, mais pas assez pour le scotch ou les cigares. C'est exactement le montant que mon père me payait quand je nettoyais ses toilettes. Je trouve ça poétique. J'ai beaucoup appris au cours de la dernière année. J'ai appris que le sang ne fait pas la famille. La loyauté, si. J'ai appris que votre valeur n'est pas définie par votre titre de poste, mais par votre intégrité. Et plus important encore, j'ai appris que parfois, quand la vie vous ferme toutes les portes au nez, vous devez construire la vôtre. Ou si vous avez de la chance, vous avez une grand-mère qui vous a laissé une clé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ça n'a pas été facile de revivre ça, mais j'espère que ça vous a touché d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez affaire à une famille toxique ou à un patron qui ne voit pas votre valeur. J'espère que cela prouve que les choses peuvent changer. Avez-vous déjà dû vous opposer à quelqu'un que vous aimiez pour faire ce qui était juste? J'adorerais entendre votre histoire. Veuillez la partager dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vous méritez d'être libre.